Amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Canuts. Je reçois aujourd'hui notre camarade Jean-Patrick Artaud pour célébrer la sortie de son petit livret pour une boussole métapolitique aux éditions de La Forêt. Alors Jean-Patrick Artaud, bonjour. Bonjour. Alors une présentation rapide parce que tu es bien connu en tout cas de la famille identitaire, en tout cas d'une partie de la famille identitaire. Tu es retraité d'histoire-géographie, tu as été longtemps dans la nouvelle droite et tu as rejoint Terre-et-Peuple depuis de nombreuses années maintenant. Terre-et-Peuple où tu es un contributeur apprécié et impertinent au sein de la revue de Terre-et-Peuple. Voilà, une émission interactive, puisque les camarades auront la possibilité de poser des questions à la fin de cette émission ou même tout au long de l'émission, puisque on enregistre via un moyen via un outil collaboratif. Je vais y arriver. Ok. Alors Jean-Patrick, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la présentation succincte que j'ai faite? Non, l'essentiel est dit, donc je pense que on va s'effacer derrière le fond du sujet Okay. Pour la suite de cet entretien. Bien. Alors, en introduction, je dirais que à travers cet opuscule, ce petit livre, tu as voulu envoyer un message aux albos européens. Il faudra nous expliquer pourquoi tu les appelles comme ça. Aux gentils, tu les appelles encore une fois comme ça, pour leur présenter une vision que j'estime, moi, assez impitoyable du réel, mais ça fait du bien des fois de se replonger dans le réel. Et pour comprendre un peu mieux aussi ce qu'on entend par oligarchie, et ce que tu appelles la loi de fer de l'oligarchie. On essaiera on essaiera de se projeter un petit peu sur comment y faire face, et notamment au regard de ce que tu appelles, toi, le triangle de la puissance. On va commencer par les racines de l'oligarchie occidentale, ou peut-être que tu veux compléter ce que je viens de dire. Non, juste un petit mot sur cet opuscule, qui est vraiment une toute petite brochure. Alors, d'où le titre boussole. C'est quoi une boussole? C'est juste un instrument qui indique une direction de regard. C'est pas une carte. C'est beaucoup moins précis qu'une carte. Donc il y a à l'intérieur simplement un certain nombre de directions, d'indications pour aller plus loin, pour creuser un petit peu dans ces clés d'explication que je soumets. Et ce sont que des clés d'explication personnelles, quelque part. Ce n'est pas un point de vue dogmatique. Tout ça, c'est soumis à discussion. Eh bien, écoute, on va ouvrir justement la discussion. Quelle grille d'analyse as-tu utilisée lors de la rédaction de cette boussole? Alors, plusieurs. Alors, d'abord, une sorte de grille d'analyse à la fois historique, culturelle et politique dans ce que j'ai appelé le triptyque Occident, système oligarchique occidental et régime. Alors, l'Occident, la partie Occident, c'est plus pour indiquer le cadre idéologique global sur les 2000 dernières années. C'est une sorte de millefeuille qui s'est stratifié dans l'histoire et qui a produit l'ensemble des éléments religieux, idéologiques, philosophiques dans lesquels nous baignons aujourd'hui. Donc c'est toujours un élément auquel il faut revenir parce que ça donne un petit peu le sens métapolitique global de l'époque. Ce que j'appelle système oligarchique occidental, c'est véritablement un réseau de réseaux qui s'est... Alors, on peut remonter dans le temps, loin dans le temps. Il a été conçu au XVIIe siècle. Il a commencé à s'élargir à partir du XVIIIe, XIXe, et il est aujourd'hui dans
dans sa pleine maturité, quelque part, et une maturité qui commence peut-être, nous l'espérons, à devenir un peu arthritique. Hein, peut-être que le vieillissement est là. Et ce que j'appelle régime, eh bien, c'est les régimes contemporains, en fait, c'est la déclinaison locale de ce système oligarchique occidental. C'est-à-dire, dans chacun de nos pays, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, et d'autres, il y a une adaptation locale liée à une histoire, à une culture aussi particulière, qui donne une forme, une saveur, une teneur particulière à ce système oligarchique occidental. Si on était chacun de ces régimes est bien sûr structuré par son état profond, qui lui aussi c'est un cercle de contact propre à une situation locale. Bon, si on était taquin un petit peu, on pourrait dire que chaque système occidental, chaque système oligarchique occidental fait preuve un peu d'une identité différente. Il y a un système oligarchique occidental global qui possède une teneur idéologique, qui possède une orientation sociologique, économique, etc. Mais chacun de nos pays a, en fonction de son histoire, une adaptation propre à ce système occidental oligarchique. Et donc, la manière dont les choses se passent localement, la manière dont on peut réagir à l'égard de ce qui se passe n'est pas identique d'un pays à l'autre. Ce qui explique pourquoi aussi certaines recettes qui peuvent marcher en Italie ne marchent pas en France. Ah, on t'a perdu. Oui. Ouais. Non, je suis toujours là. Bon, on a quelques petites coupures. On est désolé pour les auditeurs et pour la qualité, mais du coup, on est dépendant de nos connexions Internet. Alors, du coup, je ne sais pas si tu as terminé ton propos. J'avais terminé, mais je ne sais pas à quel moment ça a été. Bon, alors de toute façon, je pense qu'on va revenir là-dessus. Je voulais te poser la question de savoir sur les oligarchies occidentales, est-ce qu'on peut décrire un petit peu les plus actives, les forces en présence? Alors, le système oligarchique occidental, il a des lieux de naissance et il a aussi des dates, je l'ai dit, de conception, de naissance et d'évolution. Il est né dans l'univers anglo-saxon. Il est né dans l'univers anglo-saxon protestant et également très dépendant de l'influence de l'oligarchie financière juive. Mais dans cet univers anglo-saxon et d'abord en Grande-Bretagne, puisque ça a été la matrice même de l'Amérique du Nord avant la naissance des États-Unis. Ensuite, si on passe un peu de temps, on s'aperçoit que il se structure autour d'un projet à partir des années 1870, en gros. Il se structure autour d'un projet oligarchique impérial britannique, auquel l'oligarchie financière se raccorde, plus ou moins. Et parallèlement et en interaction, parce que les relations, malgré l'indépendance des États-Unis, n'ont jamais été rompues entre les deux rives de l'Atlantique. Parallèlement, aux États-Unis se développe une oligarchie financière et industrielle qu'on a coutume d'appeler à l'époque l'ère des barons voleurs. C'est l'ère des grands capitaines d'industrie et de finance qui se développent sans
sans avoir le moindre scrupule. Et ces deux oligarchies, la britannique et l'américaine, vont progressivement au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, d'abord se raccorder et ensuite, avec les évolutions politiques et géopolitiques sur lesquelles on reviendra peut-être, c'est finalement l'oligarchie américaine qui a pris le pas sur la britannique. Donc aujourd'hui, on a un ensemble qui est toujours centré sur le monde anglo-saxon, puisque quand on fait un petit peu l'analyse géopolitique qui le représente, eh bien on va trouver les États-Unis et l'ensemble de l'ancien Commonwealth britannique, en Grande-Bretagne, Canada, Australie, pour parler des plus importants, auxquels s'est rapproché pour d'autres raisons, mais relativement proche, le monde israélien, pour faire bref. Voilà. En gros, la manière dont ça s'est structuré, avec bien sûr tous les développements, toutes les structurations propres à l'histoire du XXe siècle, qui avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale et du temps de la guerre froide, a eu aussi ses propres réseaux. Ce que nous connaissons aujourd'hui, d'ailleurs, hein, les réseaux de ce système oligarchique occidental, ceux qui sont toujours agissants aujourd'hui, ont été mis en place, créés après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'ils ont tous, on pourrait dire, les mêmes intentions, ou est-ce que chaque oligarchie porte un projet différent? Est-ce qu'à certains moments, ils convergent sur des sujets donnés? Est-ce que on peut développer un petit peu ça? Alors, au départ, si on reprend au moment où l'oligarchie britannique anglo-saxonne s'est structurée, on va dire. On est dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on est même dans le dernier tiers du XIXe siècle, à un moment, la seule structure qui a une vision mondiale véritable des choses, c'est l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et cet Empire britannique a une hantise depuis la sécession américaine du début de la fin du XVIIIe siècle, c'est de se dire est-ce qu'on ne risque pas de perdre les grandes colonies européennes, de peuplement européen, comme le Canada, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Afrique du Sud, comme on a perdu la grande colonie nord-américaine. Et pour essayer de pallier à ce risque, on va travailler à l'idée d'une fédération impériale, de quelque chose qui va pouvoir structurer autour de la culture, autour de la politique internationale, autour des intérêts économiques, qui va permettre de structurer sur le long terme et fidéliser cet ensemble de peuplement. Ça n'a pas... c'est un... Carroll Quigley l'explique bien dans ses ouvrages sur l'oligarchie anglo-américaine. Ça n'a pas été toujours bien accepté par les dominions, par les dominions du Commonwealth britannique, qui ont toujours craint que cette fédération mondiale ne soit en fait dirigée complètement par Londres. Et donc,
comme ça n'a pas véritablement marché à ce moment-là, on s'en est tenu plus exactement à un système plus centré sur la culture ou la légitimité à l'égard du souverain, quelque chose qui, dans les années 30 et après la Seconde Guerre mondiale, a produit le Commonwealth tel qu'il s'est effectivement mis en place. Mais entre-temps, toutes ces idées qui avaient été agitées dans un cadre purement anglo-saxon britannique ont été, à l'occasion des chocs de la Première Guerre mondiale et de la Seconde, recyclées en quelque sorte dans une vision plus mondiale, élargie à l'ensemble élargie à l'ensemble du monde occidental et en particulier à l'ensemble du monde européen qui donnait quand même le là dans la première moitié du XXe siècle. Donc on a quelque chose qui a une origine véritablement anglo-saxonne sur les deux rives de l'Atlantique, encore une fois, avec une coordination très ou une complicité, on va dire, de culture, une complicité idéologique, une complicité d'intérêt très forte, et qui, petit à petit, s'est étendue sur l'ensemble du monde occidental, à l'occasion des événements géopolitiques du XXe siècle. Alors, après, oui. Non, vas-y. Non, j'avais quasiment fini. Alors, on passe si j'ai bien compris, d'une oligarchie impériale britannique à quelque chose d'une volonté plus mondialisante. Est-ce qu'on peut y voir là la patte d'une autre oligarchie, celle qu'on va appeler de la société fabienne, avec un projet socialiste mondialisant? Est-ce qu'on peut lier les deux? Alors, les deux vont se lier, mais ont une origine assez différente. Autant les milieux de cette oligarchie brito-américaine dont je parlais venaient des hautes couches de la société, des hautes couches aristocratiques en ce qui concerne la Grande-Bretagne et des hautes couches de la plutocratie américaine en ce qui concerne les États-Unis. Le fabianisme, lui, naît dans des milieux sensibilisés au socialisme et dans des milieux plus liés à des aux classes moyennes, en quelque sorte, classes moyennes intellectuelles. Donc, ce courant naît relativement indépendamment de l'autre. En revanche, il va y avoir un raccord progressif au début du XXe siècle, parce que ce courant plus intellectuel, plus spirituel aussi, a un peu la même vénération pour l'État que les oligarques britanniques partagent, et en même temps, ils sont si d'un côté ils sont relativement hostiles à la richesse terrienne enracinée, ils sont plutôt ouverts à la richesse mobilière, à la richesse capitaliste plus fluide, plus financière, et ils partagent avec les oligarques la même fascination pour les experts, pour ceux qui savent et pour ceux qui vont pouvoir guider la population et le mouvement socialiste. Les Fabiens sont des gens qui ont été extrêmement décontenancés par certaines expériences socialistes qui ont eu lieu au XIXe siècle en Grande-Bretagne et qui ont montré que
les ouvriers concrets, le monde concret des ouvriers n'était pas forcément disposé à aller au-delà de son intérêt pour se lancer dans de grandes expérimentations de sociétés socialistes. Et ils se sont dit finalement, il faut qu'on fasse passer la grande visée socialiste presque malgré ce que les gens concrets désirent. Et quand on est dans ce type de projection, eh bien, on est plutôt hostile à tout ce qui est démocratie directe et plutôt favorable à ce qui est, on va appeler ça, guidage par des experts qui savent quelle est la bonne direction qui sera la meilleure possible pour le peuple. En gros, c'est la grande visée des Fabians, et ça va pouvoir cette perception du rôle des sachants, de ceux qui dominent la situation en regardant les choses de haut, va leur permettre de se rapprocher de nos impérialistes de l'oligarchie britannique. En même temps, les Fabiens ne sont pas véritablement des gens opposés à l'Empire britannique. Bon, ils sont opposés à l'Empire dans la mesure où si l'Empire doit être une occasion de gloriole, une occasion de possession terrienne, c'est pas quelque chose qu'ils admettent. Mais si l'Empire doit être une occasion de permettre la progression d'un certain nombre d'idées progressistes, alors l'Empire a une utilité. Et sur cette utilité de l'Empire, les oligarques britanniques et les femmes à l'occasion de la guerre des bourgs, en particulier à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et puis ensuite après à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Donc en gros, aujourd'hui, si on regarde les Fabians d'aujourd'hui, parce qu'ils existent toujours, hein, la New Fabian Society existe toujours, eh bien ils ont évolué. Les Fabians ont évolué vers ce qu'on a appelé la troisième gauche, celle qui s'est incarnée à un certain moment dans la figure de Tony Blair, qui était lui-même passé par cette école fabienne. Est-ce qu'on peut dire que ces visées de gouvernement, alors plus représentatifs avec la présence d'experts, c'est mis en place notamment à travers les différentes guerres mondiales, puisqu'on en a profité pour détruire les anciens mondes, ou en tout cas les annihiler, les faire disparaître, pour reconstruire un autre monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est au moment de ces deux guerres que se fait la bascule entre les monarchies et aujourd'hui ces démocraties L'élément déterminant dans cette évolution, c'est effectivement surtout la Première Guerre mondiale, parce que c'est elle qui va bouleverser l'ordre des choses. La seconde étant en quelque sorte une réplique, hein, comme on dit qu'il y a une réplique à des tremblements de terre, une réplique importante et dure, mais une réplique seulement du premier conflit mondial. Alors, quand on étudie de près les objectifs de cette oligarchie occidentale anglo-américaine, il n'est pas évident qu'ils aient eu envie de détruire pour détruire, mais plutôt leur objectif était de refaçonner un monde à la fois dans un sens plus moral, parce qu'il faut jamais oublier poids des idées morales, soit d'origine religieuse, soit d'origine philosophique, dans ce qui structure la vision du monde
de ces gens qui sont loin d'être des gens que l'on peut réduire à leurs simples appétits matériels, mais en même temps, ce refaçonnement qui doit être plus moral doit être aussi plus profitable, surtout quand on regarde les choses du versant sur le côté américain de ce monde anglo-saxon. Donc je crois que alors ce qui est certain, c'est que d'un point de vue britannique, quand on regarde le monde au début du XXe siècle, c'est extrêmement dangereux parce qu'on se trouve face à deux puissances qui montent, une puissance continentale, la Russie, que l'on retrouve face à soi aussi bien aux frontières des Indes que qu'en Asie centrale ou face au détroit turc, et puis l'Allemagne qui arrive et qui arrive avec son dynamisme et son inventivité industrielle et qui est en train de tailler des croupières à ce qui était la qualité du produit britannique. L'idéal du Made in Germany se crée véritablement à ce moment-là. Et il y a des choses qu'il faut rapprocher. Par exemple, le grand géopolitologue Mackinder, qui est considéré comme un des pères de la géopolitique. Dès 1904, Mackinder détermine ce qui est pour lui le cœur de la puissance au cœur du continent eurasiatique, et il indique bien qu'il y a un grand risque pour une puissance maritime mondiale comme l'est la Grande-Bretagne, c'est la jonction entre le cœur du cœur, si on peut dire, c'est-à-dire l'Allemagne et la Russie. Et comme on est dans une période, comme tu décris, où la Grande-Bretagne a à la fois de mauvaises relations avec la Russie et de mauvaises relations, des relations qui se gâtent de plus en plus avec l'Allemagne, la grande crainte, c'est que les deux adversaires potentiels se rapprochent. Et donc, il va y avoir toute une préparation, d'une part pour calmer les ambitions de la Russie en utilisant le Japon comme outil dans la guerre russo-japonaise de 1905, qui permettra, avec une Russie assagie en 1907, de régler tous les problèmes diplomatiques que l'on a avec elle et de faire l'alliance pour pouvoir se concentrer sur l'adversaire le plus immédiatement dangereux par son dynamisme industriel technologique qui est politique à l'échelle qui essaye de sortir de l'Europe pour se répandre, pour avoir une politique mondiale qui est l'Allemagne. Donc, que cette oligarchie britannique ait voulu la guerre avec l'Allemagne, c'est, je dirais, vrai, c'est documenté et c'est quelque chose qui est aujourd'hui relativement admis par les gens honnêtes. Qu'ils aient voulu la guerre telle qu'elle s'est déroulée, avec une guerre qui a été beaucoup plus longue que ce qui était prévu, avec son déchaînement de matière, avec son déchaînement lié à une guerre industrielle et ces millions de morts, ainsi que la déconstruction de tout l'ordre européen, c'est pas évident. On peut vouloir mettre à raison un adversaire sans avoir prévu pour autant toutes les conséquences que ce type de conflit nouveau qu'on n'avait jamais expérimenté puisse produire. Donc, s'il y a une leçon à en tirer, c'est que à la fois cette oligarchie avait une
un agenda, avait des projets à long terme, mais qu'elle ne contrôle pas tout, qu'elle n'a pas tout contrôlé, pas tout le processus, puisque la guerre a aussi profondément déstabilisé la Grande-Bretagne dont elle se voulait le serviteur. Donc, elle a aussi bricolé. Hein. Ces gens-là ont bricolé, se sont plantés et puis se sont adaptés aux nouvelles situations en essayant de faire pour le mieux. Alors, il y a toujours ça, il y a toujours ces deux éléments-là, à la fois des agendas qu'on essaye de suivre, mais en même temps, la réalité qui se met en place vient chambouler. Hein, c'est le fameux effet d'hétérotélie, comme disait Jules Monroe, c'est-à-dire que ce qui se produit ne correspond pas forcément exactement à ce qu'on avait prévu. Sauf que ces gens-là sont assez futés pour essayer de s'adapter et de tirer profit même de leurs échecs. Du coup, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Ouais. Du coup, j'aime bien la notion d'agenda et de projet à long terme. C'est un autre mot ou un autre vocable pour ne pas utiliser celui de complot, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent et qui travaillent durement. La Société des Nations, c'était la première tentative d'un ordre mondial. La deuxième, c'est vraiment la victoire de cette réplique avec la mise en place de toutes ces instances, ONU, FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN et j'en oublie. Alors, ce sont des éléments effectivement passionnants dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un projet de fédération mondiale de l'Empire britannique auquel on pourrait raccrocher éventuellement les États-Unis, qui étaient dans les tuyaux avant la guerre. Il se trouve que pendant la guerre, le groupe de Milner, qui est ce sont les affidés d'Alfred Milner, qui était un petit peu la tête de gondole de ce groupe oligarchique, a travaillé main dans la main avec son équivalent américain, qui travaillait autour du fameux colonel House dans l'entourage du président Wilson pour préparer l'esprit des Américains à l'entrée en guerre. Il se trouve que ces gens-là se sont retrouvés physiquement après à Paris au moment de la conférence de la paix qui a abouti au traité de Versailles, et c'est à Paris en janvier 1919, si mes souvenirs sont exacts, que ont été créés simultanément l'Institut royal des affaires étrangères anglais et le futur Council on Foreign Relations américain, qui sont nés donc en même temps, le même jour, un peu comme des frères jumeaux, avec le noyau dur des membres de ces deux groupes. Ils ont beaucoup travaillé à tout ce qui était le remodelage, des cartes à l'issue du premier conflit mondial, mais aussi en portant ce projet de Société des Nations, le Commonwealth of Nations, qui était en quelque sorte l'endroit où on a recyclé toutes les idées qui avaient déjà été préparées dans la partie où l'oligarchie britannique rêvait d'une fédération impériale à l'échelle mondiale. Donc on a recyclé beaucoup de choses. Alors il y a eu un petit accident de parcours, c'est que les États-Unis ne sont pas finalement rentrés dans la SDN, et que la SDN s'est de fait
réduite à une institution presque quasiment européenne. Et c'est assez intéressant de ce point de vue, puisque l'européisme moderne doit beaucoup à l'expérience de la SDN. N'oublions pas que notre ami, entre guillemets, Jean Monnet, a commencé à, entre autres, présider au démarrage de cette Société des Nations, et c'est quelque chose qui n'a jamais oublié, une expérience donc qui n'a jamais oublié pour nourrir après, plus tard, la création des communautés européennes. L'expérience de la SDN des années 20 et 30 a été là recyclée après 1946 dans l'européisme mondial. Donc effectivement, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais au-delà de la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un ensemble à la fois de vraies institutions internationales, comme l'ONU qui prend la relève de la SDN, mais aussi un certain nombre d'organisations économiques comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou le GATT qui deviendra l'OMC plus tard, qui ont pour but de concourir à la structuration du monde toujours dans la même philosophie. Et tout ça s'est accompagné par des institutions on va dire plus de sociabilité qui sont là pour permettre à au moins à l'aile marchande de cette oligarchie occidentale de se retrouver comme le fameux groupe de Bilderberg. Bon, après, on peut bien sûr parler également je parlais des communautés européennes comme ayant recyclé l'expérience de la SDN, recyclé aussi le personnel de la SDN, puisque Jean Monnet se retrouve aussi bien dans une expérience que dans l'autre, et avec des gens comme Joseph Ratzinger, qu'on va retrouver aussi bien à la création du Bilderberg, dans les premiers moments de gestation des communautés européennes en 1946, et aussi dans, on peut dire, tout ce qui va aboutir à la création de l'Alliance Atlantique et de l'OTAN. Donc, voilà, on a une sorte de filiation, hein, une sorte de. Alors bien sûr, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes circonstances. Les gens aussi évolué. Hein. Il y a des gens qui sont morts, atteints par la limite d'âge et qui ont été remplacés par de plus jeunes. Mais dans cet ensemble, on peut effectivement discerner une filiation qui s'adapte aux circonstances. Alors, il y a une question que nous pose Helios. En fait, on voit bien qu'il y a des structures apparentes, officielles, l'ONU, le FMI, l'OMC, le GATT, etc., enfin l'OTAN, et puis qu'il y a des structures beaucoup plus discrètes, pour ne pas dire secrètes, et du coup, alors je pense effectivement au Bilderberg, ou à la Trilatérale, ou au CFR, est-ce qu'il y a un lien direct avec ce qu'on pourrait appeler la franc-maçonnerie, ou est-ce que c'est un mythe, ou est-ce que c'est la réalité d'un complot ou la réalité d'un agenda? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Oui, enfin, on peut répondre. C'est une question multiple. Hein, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, je vais essayer d'abord de régler le problème maçonnique dans un premier temps. Souvent, quand on parle du rôle de la maçonnerie en France, les Français le voient à travers l'expérience qu'ils en ont, et qu'ils ont d'une franc-maçonnerie qui a été très active dans l'établissement de la Troisième République. On peut même dire que le plus ancien parti, toute catégorie confondue, le parti radical et radical socialiste, est né
à l'initiative du Grand Orient de France à l'extrême fin du 19e siècle. Donc il y a il y a eu cette liaison organique politique, souvent orientée à gauche, et qui donne pour les Français qui réfléchissent au phénomène maçonnique ce type d'orientation. Surtout si en plus ce sont des Français catholiques qui ont, on va dire, une sorte de compte à régler particulier, mais sur le plan cette fois-ci spirituel ou philosophique. La maçonnerie en Grande-Bretagne, dans le monde anglo-saxon, n'a absolument pas cette orientation ni républicaine, ni à gauche, ni c'est plutôt la réputation inverse, c'est-à-dire d'être un ensemble d'éléments conservateurs qui sont essentiellement de l'ordre de société et de la sociabilité, et qui n'ont pas été moteurs dans le développement de l'oligarchie anglo-saxonne. L'oligarchie il y a toujours participé, parce que c'était pas quelque chose de dangereux, mais c'était pas non plus l'endroit où elle avait l'habitude de se rencontrer, où elle avait l'habitude de discuter entre elles. Il y avait d'autres choses, hein. La sociabilité aristocratique se faisait en dehors, très largement, des loges maçonniques. Donc on a entre on va dire le monde latin, qui a une maçonnerie plutôt républicaine, plutôt ancrée à gauche, plutôt engagée sur le plan politique, et une maçonnerie anglo-saxonne qui est plutôt conservatrice et plutôt, on va dire, en dehors des problématiques politiques, des choses assez différentes. J'ai plutôt tendance alors, ça c'est un point. Le deuxième point, il est tout à fait comme je l'ai dit tout à l'heure. On a, prenons par exemple ce que j'ai appelé, mentionné brièvement tout à l'heure comme étant le groupe de Milner. On a quelque chose qui naît d'abord autour de l'initiative d'un personnage célèbre qui s'appelait Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, qui est le créateur, on va dire, de l'impérialisme, enfin, le fer de lance de l'impérialisme britannique en Afrique australe. Cecil Rhodes avait justement ce projet fédéral impérial que j'ai mentionné en tête. L'idée aussi d'essayer de récupérer les États-Unis, de raccommoder la tunique déchirée de l'Empire britannique, et il a voulu véritablement faire une société secrète. On le sait puisque dans plusieurs des versions de ses testaments, il indique spécifiquement cette idée d'avoir une société secrète au service de l'idée anglophone et au sens culturel et du projet impérial fédéral. Sachant que lui, il avait moins comme modèle la franc-maçonnerie que l'ordre des jésuites. Donc il voyait plus quelque chose qui soit structuré un peu comme l'ordre des jésuites, avec des gens qui soient aussi dévoués, aussi disciplinés et aussi efficaces intellectuellement que l'étaient les jésuites au service de l'Église catholique. Et c'est ce qu'il avait vraiment en ligne de mire, même si lui-même, par ailleurs, était franc-maçon. Mais à la mode britannique, comme on peut l'être, comme on l'est aussi dans les clubs masculins britanniques parallèles. Donc lui, il a cette idée-là. Alfred Milner, qui est un grand administrateur et qui va être le fer de lance de la guerre des bourgs du point de vue du côté britannique, lui va aller plus loin
que cette idée-là. Il va avoir l'idée de rassembler autour de lui une cinquantaine, une soixantaine de jeunes gens talentueux, recrutés dans les meilleurs collèges universitaires d'Oxford, Oxford étant un peu la pépinière de ce groupe. Et ces jeunes gens, il va les mettre en responsabilité pour reconstruire l'Afrique du Sud d'après la guerre. Et c'est assez magnifique de voir, c'est que ces jeunes gens-là vont être à la racine de tout ce qui va suivre. Par exemple, ils vont créer la revue de la table ronde et les groupes de réflexion de la table ronde qui vont avoir pour but de faire circuler cette idée mondiale fédérale britannique dans les Commonwealth, dans l'ensemble du Commonwealth et aux États-Unis. À partir de c'est à partir de ce noyau de la table ronde que des contacts permettent de structurer un certain nombre d'individus talentueux aux États-Unis, notamment un certain Walter Lippmann, journaliste et analyste et sociologue et homme d'influence célèbre dans les années 20, 30 et jusqu'aux années 50, jusqu'à sa mort. Donc tout ce groupe la Première Guerre mondiale va être un peu sa chance, puisque comme ce sont des gens capables, comme ce sont des gens qui travaillent leur dossier, comme ce sont des gens qui sont disponibles, eh bien ils vont structurer la deuxième ou troisième ligne des gouvernements. C'est-à-dire non pas ceux que l'on voit sur le devant de la scène, non pas les ministres, sauf Alfred Milner qui à un moment donné va devenir le chef du cabinet de guerre impérial britannique. Mais leur idée, c'est pas tellement d'être en première place, d'avoir les premiers postes, parce qu'ils savent très bien que quand on est un ministre, quand on est un gouverneur, quand on est un vice-roi, on n'a pas les mains libres. On n'a pas les mains libres pour réfléchir, on n'a pas les mains libres pour créer, on n'a pas les mains libres pour mettre le monde en forme, parce qu'on est obligé de tenir compte de tout un ensemble de considérations diverses et variées. Alors que si on est en seconde ou troisième ligne, on fait partie de gens qui font les dossiers, qui écrivent, qui mettent en forme l'ensemble de ce qui sera porté ensuite par justement les ministres, les vice-rois, les gouverneurs. Donc ils ont toujours choisi véritablement cette manière de faire, travailler en seconde ligne. Après, je l'ai dit, après la Première Guerre mondiale, ils ont éprouvé le besoin, tant du côté américain que du côté britannique, de faire en sorte que les collaborations qu'ils avaient mises en place ne disparaissent pas et en quelque sorte de les institutionnaliser. Les Anglais ont créé le Royal Institute of International Affairs et devait avoir une branche à Londres et une autre aux États-Unis. Bon, ça a mis un peu plus de temps à se mettre en place aux États-Unis, mais ça a abouti finalement en 1921 à la création du fameux CFR, qui sont les uns et les autres, le R2IA et le CFR, sont dédiés à la politique internationale, dédiés à la politique mondiale, et ont vocation d'une part de réfléchir, de rassembler les gens volontaires sur le plan local aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais ils ont aussi pour but d'échanger et de faire en sorte que leur collaboration ait un impact au-delà de leurs frontières. Et ils auront des surgeons, hein, il y aura des surgeons, des clones
du RIAA et puis du R2IA et du CFR dans le Pacifique, en Océanie, enfin un petit peu partout dans le monde anglo-saxon, qui fonctionnent comme des relais. Est-ce qu'on peut dire finalement que travers ces structures qu'on va appeler francs-maçonnes par commodité, on va retrouver des gens sérieux qui font de la métapolitique? Alors, je n'ai pas tout à fait fini parce que je veux dire, c'est l'architecture de ces gens-là qui, après-guerre, au début des années 50, ont créé le groupe de Bilderberg. C'est du groupe. Alors, le groupe de Bilderberg avait pour but de rassembler les élites autour du monde de l'OTAN entre l'Amérique du Nord et l'Europe. La trilatérale s'est créée un peu plus tard pour rabouter le monde de l'Asie, rabouter le Japon, la Corée à cet ensemble. Mais effectivement, ce sont alors il y a deux choses. Quand on regarde, c'est pas par exemple, c'est pas dans les réunions du groupe de Bilderberg 2 jours par an que les choses se décident, se prévoient et se font. Ces réunions n'ont pas un rôle de sociabilité pour resserrer des liens et faire en sorte que au courant des jours, c'est-à-dire toute l'année, les gens puissent travailler ensemble et à distance sans avoir à s'expliquer le pourquoi du comment perpétuellement. Donc il y a cette manière de fonctionner. Le groupe de Bilderberg, c'est pas simplement 2 jours par an, c'est des liaisons interpersonnelles toute l'année. Ensuite, effectivement, ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui c'est un peu, je dirais, l'aile marchande, l'avant-garde, je dirais les marxistes, c'est l'avant-garde de l'oligarchie. C'est de l'oligarchie occidentale. L'avant-garde de cette plutocratie occidentale. C'est-à-dire les gens les plus intelligents, ceux qui réfléchissent, ceux qui font travailler aussi des experts à leur service, sont des gens qui ce sont pas des feignants d'un point de vue intellectuel et en plus ils ont les moyens d'anticiper, ils ont les moyens de réfléchir parce qu'ils peuvent s'appuyer sur tout un arrière-plan matériel qui, comme je l'ai dit, leur permet de mobiliser des experts en grand nombre autour d'eux. Alors, mais leur l'idée, c'est toujours d'influencer les décideurs. C'est intéressant de voir qu'au Bilderberg, les gens en fonction, les membres du groupe, ceux qui sont membres, soit affiliés, soit invités ponctuels au groupe de Bilderberg, ne viennent jamais quand ils sont en fonction, quand ils sont ministres, etc. C'est toujours ceux qui sont dans l'entre-deux, en quelque sorte, qui sont hors fonction, qui viennent et qui sont présents. Il faut pas être sous le feu de la rampe. L'idée, c'est toujours, et ça c'est quelque chose qui est entré dès l'époque du groupe de Milner, c'est les gens qui sont sous le feu de la rampe ne sont pas libres de leur projet. Ils sont obligés de tenir compte, c'est l'évidence même, de tenir compte de la réalité et de faire des choix pratiques, concrets au fil des circonstances. Alors que dans leur manière de fonctionner, ils peuvent fonctionner en hypothèse libre, bien sûr en tenant compte de l'environnement. Ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des gens qui sont sur un petit nuage, mais sans censure, sans se censurer. C'est la manière de fonctionner des
des groupes comme pas des structures comme le R2IA et le CFR, hein, où quand on parle par exemple de la règle de Chatham House c'est le lieu où se réunit l'Institut britannique. La règle de Chatham House, c'est de dire on peut utiliser à l'extérieur toutes les informations qu'on donne dans les réunions de l'Institut, mais on n'indique jamais qui a dit quoi. Parce que si on indiquait qui a dit quoi, ça voudrait dire que celui qui s'exprime finirait par s'auto-censurer pour éviter que ça lui soit imputé ou reproché à l'extérieur. C'est particulièrement vrai aujourd'hui à l'ère des enregistrements, des réseaux sociaux et tout le reste, qui fait que très peu de choses arrivent à rester véritablement confidentielles. Or, cette règle est quand même respectée dans ces coups, plus ou moins, puisqu'il y a même des fuites au niveau du Bilderberg. Il y a des gens qui commencent à rompre l'arcane, certaines arcanes du silence. Bon, c'est l'évolution contemporaine qui veut ça, j'imagine. Alors, pour terminer sur cette partie, sur cette première grosse partie de décryptage des oligarchies, on a une question de CDG, alors qui nous demande, selon vous, quelle est la motivation profonde des têtes pensantes de ces différentes oligarchies? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, ça c'est moi qui le rajoute, la motivation profonde ou les motivations profondes, parce que je pense qu'ils sont totalement multiformes, mais qu'à un moment, leurs intérêts convergent. Alors, quelles sont ces zones de convergence d'intérêts qui les fait avancer ensemble et vers quoi ils vont? Si on peut résumer ça dans une formule un peu choc, un nouvel ordre mondial ou autre chose? Alors, j'aime pas trop l'expression nouvel ordre mondial parce que depuis le temps qu'on emploie cette expression nouvel ordre mondial, il n'est plus tellement nouveau en soi. Vers un ordre mondial, oui, vers la création de quelque chose. Je reviens à l'idée. Ce sont des gens qui ont des origines différentes. Il est clair que l'agenda idéologique des gens qui sont passés par le fabianisme, l'agenda idéologique des gens qui sont passés par la vision oligarchique impériale britannique, l'agenda idéologique des gens qui sont issus de ce monde des barons voleurs américains, l'agenda impérial, l'agenda idéologique des financiers de la City et de Wall Street qui participent beaucoup de l'oligarchie juive. L'agenda idéologique peut être multiple et extrêmement varié, mais ça renvoie toujours à des valeurs, ça renvoie toujours à des projets, enfin à de l'idéologie, à une vision spirituelle ou philosophique des choses qui peuvent être soit s'ancrer dans une vision libérale du monde, soit s'ancrer dans une vision on va dire de christianisme laïcisé à la mode protestante, soit dans une vision messianique, alors qui peut être protestante ou juive selon les cas. Donc il y a toujours ça à l'arrière-plan. Ne jamais l'oublier. Ce ne sont pas des groupes, enfin en tout cas pour ce que j'en ai lu, pour ce que j'ai lu de certains, qui sont réductibles à le simple intérêt matériel. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui fait consensus aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Un homme comme Alfred Milner n'était pas un libéral en économie. Il était plutôt un étatiste d'un point de vue britannique. La question du rôle de la finance et du libéralisme a été discutée au début du XXe siècle dans l'ensemble de ces groupes. Mais aujourd'hui, on va dire que depuis l'après Seconde Guerre mondiale et surtout
depuis les années 70 et 80, c'est le libéralisme, et y compris dans ses variantes ultra-libérales, néolibérales, qui ont pris le pas. Sachant que, là encore une fois, hein, ce ne sont pas que des philosophies économiques. Hein. J'insiste lourdement sur l'aspect philosophique qu'il y a derrière toutes les branches du libéralisme. S'il y a derrière une vision du monde d'une société ouverte, hein, comme dit Soros, qui était lui-même un élève d'un grand philosophe libéral. Bon, il y a toute cette filiation là. Alors après, véritablement, comme je le dis aujourd'hui, il y a un engagement en fonction en direction d'un monde interconnecté sur le plan sur le plan économique, monde complètement mondialisé. C'est ce monde d'ailleurs qui rencontre une petite bestiole qui s'appelle coronavirus en ce moment et qui est en train de l'interpeller sur ses modes de fonctionnement. Alors on reviendra à cette partie-là, effectivement, les conséquences que peut avoir l'irruption de cette pandémie dans l'agenda de ces gens-là. Mais du coup, pour basculer sur la partie régime, différents types de gouvernements, et avec une question d'Hélios justement qui permet d'introduire cette seconde partie, si tu en as terminé avec les oligarchies, d'un mondialisme... Oui. Oui, vas-y. Non, d'un mondialisme multiforme qui prend différentes formes en fonction des régimes qui sont utilisés. Alors, comme je dis, il y a plusieurs choses. Si j'ai parlé d'oligarchie, j'emploie essentiellement le mot oligarchie au sens purement technique du terme, c'est-à-dire le commandement d'un petit nombre sur un grand nombre. Donc derrière cette réalité, cette indication oligarchique peuvent apparaître plusieurs réalités politiques différentes. Je voudrais juste rappeler un petit élément d'étymologie. Dans oligarchie, vous avez archi, donc arché, qui vient du grec arché, qui en grec ancien désigne à la fois l'origine, la cause, le fondement, le principe d'autorité, et des choses qui commandent en vertu de leur caractère premier, hein, de ce qu'on appelle la primauté. Et l'arché marche en couple avec les kratis, qui vient du grec là aussi kratos, qui désigne le pouvoir en vertu du fait d'être fort, en vertu d'une idée de domination, de possession. Donc, à l'intérieur d'un arché, il y a toujours plusieurs possibilités de kratos possibles. Donc, voilà pourquoi nos régimes, on a souvent la manière de les différencier de la manière suivante. Les monarchies, les oligarchies, et puis, comme le philosophe Hayek en a proposé l'expression, les démarchies. Hein. Les monarchies, le principe premier, c'est dans le gouvernement d'un seul. L'oligarchie, c'est dans le gouvernement d'un petit nombre. Et la démarchie, c'est dans le gouvernement du peuple. Mais en réalité, eh bien, on va s'apercevoir que derrière la monarchie, il y a souvent une oligarchie. Derrière, parce qu'un seul ne peut pas, quelles que soient les formes, hein, quelles que soient les formes que l'on y mette, dictature, tyrannie, monarchie traditionnelle, impériale, royale ou que sais-je encore. Un seul ne suffit pas à gouverner véritablement une société un tant soit peu complexe.
Donc derrière une monarchie, il y a toujours une oligarchie. Et le grand problème se trouve au niveau de la démarchie. Parce que derrière la démarchie, il y a des formes démocratiques, il y a des craties qui sont des démocraties. Alors elles peuvent être différentes, elles peuvent être libérales, elles peuvent être populaires, elles peuvent être de plein d'autres, elles peuvent être censitaires, elles peuvent être voilà directes. Enfin bon, il y a plusieurs manières de les envisager, mais quelque part le grand problème, c'est de savoir est-ce que ces crassiers du peuple sont vraiment, euh, selon l'expression la plus belle expression, la plus belle définition de la démocratie que j'ai trouvée, c'est celle de Lincoln lors de son discours de Gettysburg au début 1863, quand il parlait de la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la plus belle, la plus brève et la plus et la meilleure qui ait jamais été donnée. Mais alors, est-ce que c'est vraiment ça, la démocratie? Est-ce qu'on a vraiment le gouvernement du peuple? Oui. Mais est-ce que c'est par le peuple? Question. Et est-ce que c'est toujours pour le peuple? C'est une autre question à se poser. Donc, on a effectivement des et c'est une des thèses de la petite brochure, des choses que l'on va retrouver de manière quasiment systématique. C'est ce règne des petits nombres, ce règne des oligarchies, même au sein des régimes démocratiques, même au sein des régimes monarchiques. Donc quelque part, on a toujours le gouvernement d'un petit nombre sur un grand nombre. Et alors ça nous fait un petit peu anticiper sur une partie qui devait venir après, mais du coup Hélios toujours nous dit on a des gens sincères qui croient dans leurs élites et qui se font manipuler ou en tout cas dont les élites ne répondent pas de façon sincère. Est-ce que le peuple a pour vocation, en tout cas dans la manière dont certaines élites dirigent, à toujours le flouer, ce peuple? Est-ce que... Je crois qu'il faut regarder les choses. Enfin, il y a plusieurs éléments dans cette question. Quand on parle des élites et de notre oligarchie, il faudrait d'abord dire que nous sommes sous la coupe d'une plutocratie. Une plutocratie, il faut expliquer ça. C'est le gouvernement des riches. La plutocratie, c'est le gouvernement, on va dire, essentiellement de ceux qui ont acquis leur fortune, soit dans la finance, soit dans la marchandise, soit autrement, mais et qui en arrivent à former une classe. Là, l'oligarchie occidentale est essentiellement, globalement, une plutocratie. Mais en plus, nous, dans notre régime français en particulier, mais c'est à peu près semblable dans les autres pays européens, nous avons affaire à la version locale de la plutocratie, qui est une plutocratie comprador. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une plutocratie comprador? On indiquait sous le mot de comprador les éléments qui allaient dans l'Empire espagnol exploiter les colonies au bénéfice de la métropole, de la maison mère. Donc on a, nous, dans nos plutocraties de nos régimes français, italiens, belges, espagnols, etc., que sais-je encore, on a des versions locales de l'oligarchie qui sont purement et simplement au service d'intérêts qui ne sont pas les leurs et d'intérêts qui ne sont même pas les leurs en tant qu'oligarchie et qui sont certainement pas les leurs en termes national, mais qui peuvent être davantage
les leurs au point de vue de ce que de ce que Soral peut appeler l'empire, c'est-à-dire cette espèce de triptyque, cette espèce de triptyque entre Londres, New York et Tel Aviv. Hein. Cet ensemble qui fonctionne en réseau complètement. Donc je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Une oligarchie n'est pas nécessairement hostile à son propre peuple. Tout dépend du point de savoir s'il s'agit d'une oligarchie enracinée ou d'une oligarchie hors sol. La nôtre est hors sol. Hein. La nôtre, liée aux spécificités de ce régime français, est complètement hors sol, telle qu'elle est incarnée par Emmanuel Macron, telle qu'elle est incarnée par tous les gens qui sont autour de lui, parce que lui, le pauvre, quelque part, il n'est que comme on dit dans les grandes surfaces, c'est la tête de gondole hein, d'un ensemble d'éléments qui sont extrêmement nombreux d'ailleurs. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, mais du coup, je vais la compléter. Est-ce qu'on peut dire que la Chine serait un exemple d'oligarchie enracinée ou est-ce qu'on est déjà dans autre chose? Alors, la Chine me fait penser dans les différentes formes d'oligarchie, il peut y avoir à la fois l'aristocratie hein, liée aux meilleurs. Alors les meilleurs, en général, ils sont autoproclamés. Hein, et là, les aristocraties traditionnelles viennent essentiellement des milieux militaires. Il y a les théocraties. Alors, le pouvoir de Dieu, oui, enfin, le pouvoir de Dieu à travers ses prêtres, hein, qui forment une oligarchie particulière. Et je rapprocherais assez les régimes comme la Chine du phénomène théocratique. Hein, alors il n'y a pas d'église, mais enfin il y a un parti qui n'obéit pas à une foi religieuse, mais qui obéit à une idéologie. Alors on peut dire idéocratie ou théocratie, mais ça me semble assez proche de cela. Alors après, concernant la Chine spécifiquement, si on regarde les débuts, au début, il y a le communisme marxiste qui sert peu de fer de lance, une lutte de libération nationale à la fois contre les Japonais et aussi contre des éléments de l'oligarchie chinoise qui étaient plus acquis à des intérêts étrangers, en particulier les intérêts occidentaux. Donc, on peut, il y a à la fois dans ce communisme chinois, à la fois une tentation universaliste liée au communisme en général, et puis aussi une orientation plus patriotique, on va dire. On peut penser aussi qu'il y a eu une évolution de ce communisme chinois qui semble évoluer vers un mode de fonctionnement qui renvoie au mode de fonctionnement confucéen d'autrefois, hein, où même on va retrouver une sorte de décalque du régime impérial dans le nouveau régime, puisqu'on qu'est-ce que c'est Xi Jinping aujourd'hui, sinon quelqu'un qui s'est donné les moyens d'être le fils du ciel, l'empereur, dans de nouvelles formes plus modernes et plus idéologiques, à la mode derrière la défense du Parti communiste chinois, et les dirigeants du Parti communiste se coulent dans les vêtements des lettrés confucéens d'autrefois qui assuraient l'encadrement de l'Empire. Il y a souvent une grande puissance des rémanences
culturelles et historiques qui viennent s'imposer même aux formes les plus qui leur sont a priori les plus hostiles ou opposées. Mais oui, j'ai tendance à assimiler le modèle chinois à une idéocratie, qui la place dans le genre théocratie et qui bon, joue au moins pour ce qui est de la Chine un rôle pour relever la puissance chinoise. N'oublions jamais le poids sur les Chinois des humiliations du 19e siècle. Quand vous êtes quand vous avez depuis des siècles le sentiment d'être l'empire du milieu, être obligé de ramper devant les barbares étrangers occidentaux, ça a été pendant un siècle une humiliation dont on a peine à imaginer les conséquences. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui l'évolution de ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis comme un recentrage des oligarchies vers un regain d'intérêt pour leur peuple? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des consciences et dans le secret des dieux. Il me semble qu'il y a aussi une division des oligarchies anglo-saxonnes, aussi bien du côté américain que du côté britannique. Il est clair que pour ce qui est du côté britannique, le Parti conservateur, sous la houlette de Boris Johnson, a effectué un saut populiste en quelque sorte, en prenant à sa charge les demandes à la fois keynésiennes, parce qu'il y a une sorte de virage, on dirait de virage à gauche des conservateurs qui ont envie de renouer un peu avec l'État-providence, et en tout cas de tenir compte d'une population qui se trouvait marginalisée et qui l'a fait savoir à l'occasion du vote du Brexit. Je renvoie à sur ce sujet-là, mais qui nous concerne aussi, un très intéressant livre de David Goodhart, un analyste britannique qui s'appelle Les Deux Clans, et qui, d'un point de vue, on va dire de la haute société, va tout de même montrer de manière relativement honnête cet affrontement qu'il appelle entre ceux qui sont de partout ou de nulle part, les classes supérieures, et ceux qui sont de quelque part, ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'être de quelque part, donc ils n'ont pas d'autre choix que l'enracinement, que ce soit l'enracinement social, économique, culturel, et pour qui être de quelque part est une valeur fondamentale. Et traditionnellement, en tout cas au XXe siècle, l'oligarchie britannique, que ce soit dans sa version de gauche au niveau du Labour ou sa version de droite au niveau des conservateurs, c'est plutôt choisi le grand large du nulle part libéral. Et puis, en quelque sorte déstabilisé par le vote du Brexit, il semble qu'une fraction de cette oligarchie ait choisi d'en tenir compte et d'accompagner ce mouvement. Alors après, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est transitoire, est-ce que c'est... je n'en sais strictement rien. Je me borne à constater les choses. Est-ce qu'on peut dire que quand même dans ces pays-là, c'est un début de remise en cause justement de la plutocratie qui prend le masque de cette démocratie et qui demande autre chose? Est-ce qu'on peut développer ça? Je sais pas si c'est une remise en cause fondamentale de la plutocratie en termes de règne des plus riches. C'est en tout cas
la manifestation d'une fracture au sein de cette plutocratie. Il y a, euh, il y a ceux qui sont toujours de partout, hein, qui essayent absolument de sauver les meubles de l'Europe mondialisée et du mondialisme, comme notre Emmanuel Macron, et ceux qui, comme Boris Johnson, parce que si on connaît bien le parcours de Boris Johnson, il n'est pas issu des basses classes de la société, hein, loin de là. C'est un membre éminent euh, de, de cette aristocratie financière, nobiliaire, enfin j'en passe, de la Grande-Bretagne, mais en tout cas qui a compris un certain nombre de choses, qui a compris sans doute que c'était une manière de l'emporter sur d'autres fractions de l'oligarchie. Après, tout ce qu'on peut, on est qu'au début d'un mouvement qui vient d'être contrarié aussi par cette crise du coronavirus qui nous emmènera peut-être vers d'autres cieux ou pas. Quoi qu'il en soit, une remise en cause de la démocratie, une remise en cause de la République, quelle différence on doit faire entre les deux? D'abord, la République et démocratie ne sont pas forcément synonymes. La démocratie est née, si on retourne dans l'histoire, est née à Athènes en tant que pratique sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire. La République est née à Rome et qui n'était pas du tout démocratique, ni dans son fonctionnement, ni dans ses référents. Donc quelque part, démocratie et république, c'est pas forcément synonyme. Il peut y avoir des républiques démocratiques et des républiques aristocratiques. Venise, Venise, c'est une république, donc qui n'était pas une monarchie, mais qui était une république aristocratique et absolument pas démocratique. Donc déjà sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Après, j'ai oublié le reste de votre question, de ta question. Non, c'était ce qu'on pouvait comparer les deux, mais du coup, alors Yann Marchart, lui, il disait que la République est plutôt une forme d'État et la démocratie plutôt une forme de gouvernement. Et on a évoqué la République. Oui. Oui, si on veut. Oui, globalement. Le fédéralisme, comment on l'induit dans ces formes de système de gouvernement? Comment on le... c'est une variante. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que... Alors, je vais pas parler du fédéralisme au sens où Proudhon l'entend, hein, mais je parle du fédéralisme tel qu'on le voit dans l'organisation des États. Mais c'est une articulation du local au national, en fait. On peut avoir soit une articulation centralisatrice ou une articulation décentralisatrice, et le fédéralisme est on va dire l'aboutissement ultime de ce type d'articulation. Mais ça ne dit rien, là encore, ça ne dit rien quant au mode de fonctionnement du pouvoir à l'intérieur d'une fédération. Ok. Alors, si on en a terminé sur cette partie système, on va évoquer un petit peu la question du renouvellement des élites et la grille d'analyse que toi tu as utilisée, qui est celle de l'école des réalistes. Oui. Donc, que peut-on dire? Alors, la grille d'analyse, parce que c'est un peu un non-dit dans ce que j'exprime depuis le début. C'est-à-dire que pour moi, quel que soit type de régime, d'organisation fondamentale, qu'il soit monarchique, démarchique ou explicitement oligarchique, il y a toujours de l'oligarchie quelque part. Donc, quelque part, il y a toujours le règne d'un petit nombre sur un grand nombre, et quand on a dit ça,
eh bien, ça pose la question de du renouvellement ou pas. Comment on renouvelle, comment on remplace éventuellement, ou qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur dans un conflit pour le pouvoir. À mon sens, je crois que qui peut aboutir au remplacement ou à la chute d'une oligarchie, outre le fait qu'elle peut, on n'est jamais à l'abri, hein, elle peut s'abêtir, elle peut perdre du pouvoir, elle peut ne pas arriver à fonctionner correctement, donc elle peut s'affaiblir. Mais il y a deux grandes manières de relever une oligarchie. Soit il y a un conflit interne à une oligarchie, il y a un conflit entre des options différentes qui aboutit à un conflit qui devra éliminer un groupe au profit d'un autre. Soit une oligarchie en place peut se trouver aussi confrontée à un compétiteur externe, c'est-à-dire à un groupe social ou idéologique qui aspire à devenir lui-même en situation de domination et qui s'empare d'une manière ou d'une autre, qui arrive à éjecter. Hein. Le grand principe, c'est dans la circulation des oligarchies, c'est ôte-toi de là que je m'y mette. C'est le grand principe de base. Si on devait enlever toutes les justifications morales, idéologiques, culturelles derrière cela. Donc cette circulation alors il y a eu un grand théoricien de la circulation des élites, enfin quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les élites, qui a alors élite, oligarchie, petit nombre, enfin bon, on va pas s'écharper sur le sens des mots en disant voilà, c'est un peu les 80% qui sont contrôlés par les 20%, et à un moment donné les élites en place s'affaiblissent et donc sont remplacées par d'autres, et donc il y a une circulation des élites, mais il ne dit pas exactement comment ça peut se produire. Alors tu as parlé de la posture réaliste. Alors Vilfredo Pareto, pour ne pas le nommer, celui qui a le grand théoricien de la circulation des élites, comme un certain nombre d'autres, sont considérés comme les créateurs en sociologie politique de ce qu'on appelle l'école du réalisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'école du réalisme? Ça veut dire tout simplement partir des faits, partir de l'évidence qu'on constate par l'analyse historique, non pas d'ailleurs pour se soumettre à ces faits, à ces constats, à ces évidences, mais pour se dire que c'est quand même ce réel qui commande, et qu'on ne commande au réel qu'en s'y adaptant, qu'en en tenant compte, non pas en ayant une vision idéaliste qui va nier ce réel. Donc ces théoriciens, c'est très important. Oui. C'est très important ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut insister. Ce sont les idées qui doivent s'adapter au réel. C'est pas nécessairement les idées qui doivent s'adapter au réel, mais qui doivent en tenir compte. Voilà. On ne va pas si dans le réel le poids des petits nombres est prédominant, on aura beau sauter sur sa chaise en criant peuple, 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 ça changera rien au fait qu'au bout de tous les processus politiques, on finira toujours à un moment donné par retrouver la prévalence d'un petit nombre sur le grand. Donc après, la manière, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les oligarchies enracinées et les oligarchies hors sol.
là se situe un vrai conflit doctrinal. Oui, tu es là? Oui, oui, je suis là. Sur le, alors, je sais que tu n'aimes pas le mot, mais toute élite évolue, dégénère. Roberto Michels, qui a écrit sur les élites, il fait ce constat. Alors, lui fait surtout le constat, Roberto Michels, donc qui était un des sorte, on va dire, disciple de Pareto. Il a surtout travaillé sur les partis sociodémocrates d'avant 1914. Et il a essayé de rendre compte d'un fait qui pouvait choquer un social-démocrate au départ. C'est-à-dire, mais comment se fait-il qu'un parti social-démocrate, donc je rappelle, marxiste d'idéologie, qui est donc en faveur d'une politique égalitariste, en faveur de l'égalitarisme et contre l'oligarchie bourgeoise, comment se fait-il que ces partis génèrent en leur sein une nouvelle oligarchie et qui va, on va dire, s'ériger au-delà de l'égalitarisme en tête. Et il a tourné les problèmes, l'a étudié dans tous les sens, et c'est de lui qu'on doit d'ailleurs l'expression la loi de fer de l'oligarchie. Hein. C'est lui qui l'a indiqué pour dire que même si on le veut, même si on prend le pouvoir le plus égalitariste possible dans son idéologie au départ, le plus populaire possible, on génère de toute façon de l'intérieur une nouvelle oligarchie et qu'on retombe sur un mode de fonctionnement classique qui est le pouvoir d'un petit nombre sur un grand nombre. Je rappelle une anecdote qu'on m'a rapportée, alors je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de la vérifier, je sais pas si c'est vrai, mais on me disait que dans les au tout début de la République populaire chinoise, dont on parlait tout à l'heure, il y avait eu l'idée dans l'armée populaire d'abolir les grades, hein, pour réaliser quelque chose. D'abolir les grades. D'abolir les grades. Voilà, d'abolir les grades pour comment dirais-je, faire en sorte que les choses soient le plus égalitaire possible. Et puis, les grades avaient effectivement, m'a-t-on dit, en théorie disparu, mais en réalité, on s'est aperçu que les officiers subalternes disposaient d'une Jeep mise à leur disposition, les officiers supérieurs d'une limousine, et les officiers généraux d'une limousine précédée d'une Jeep. Donc, quelque part, la manière, la volonté de se distinguer, même dans un milieu qui s'affiche fondamentalement égalitariste, se transforme se transforme en pratique oligarchique. Alors je ne sais pas si l'anecdote qu'on m'a rapportée est vraie, j'en sais rien du tout, mais je l'ai trouvée très belle parce qu'elle symbolise effectivement la différence qu'il y a entre ce qu'on veut réaliser et ce qui se réalise en réalité au final. Très bien. Je pense qu'on est déjà à plus d'1h40 d'émission. On peut faire une première pause musicale, si tu en es d'accord. Ah ben, moi, si tu es le maître. Alors, un premier choix musical. On a choisi ensemble Dixieland. Pourquoi? Ah ben, ça, c'est mon petit... on va dire c'est mon petit péché mignon, la guerre de sécession américaine. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis tout jeune, j'ai été, on va dire, fasciné par les rebelles qui avaient essayé d'acquérir leur indépendance, qui se sont battus pour et qui ont échoué finalement. Alors, je n'ai
je précise, aucun romantisme de la défaite, aucun romantisme. Je pourrais dire beaucoup de choses contre ce romantisme-là, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours fasciné et entendre Dixieland, ça m'a toujours fait un petit quelque chose au cœur. Bien, eh ben écoutez, une petite pause musicale et on revient tout de suite. Dixieland. Then walk way down and scratch your gravel to Dixie's